Merci à tous, merci d'être là ce soir pour cette conférence inaugurale de la Fête de la Science. Et comme l'ont dit Ahmed, c'est sur le thème de l'intelligence, des intelligences. Et nous, on a décidé de vous parler ce soir d'une certaine forme d'intelligence que vous connaissez déjà bien, c'est l'intelligence artificielle. Vous connaissez déjà bien, je veux dire, vous en avez tous entendu parler, ça c'est sûr. Alors c'est un sujet qui est bien sûr très très vaste, si vaste d'ailleurs qu'il serait impossible de pouvoir le traiter de façon exhaustive, dans la mesure où ça remplit tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé, de l'industrie, de l'éducation, enfin bref, de l'économie, de tous les domaines possibles. Et donc ça prendrait un temps fou, et en plus de ça, il faudrait aussi avoir toutes les compétences, et désolé, mais je ne les ai pas. Ça sera donc simplement limité, je vais donc me limiter simplement à l'intelligence générative. C'est celle que vous connaissez peut-être le mieux, tout au moins que vous pouvez connaître le mieux, puisque c'est celle que vous avez sur vos ordinateurs, ChatGPT et puis les autres, tout ça. Donc ça vous donne déjà une petite idée du sujet qu'on va aborder ce soir. Bien sûr, j'ai été obligé de faire des choix, parce que là même sur ce thème, juste en se restreignant à l'intelligence générative, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai été amené donc à faire des choix. Je ne parlerai pas en détail, d'ailleurs j'aborderai que très faiblement la partie apprentissage. L'apprentissage, si on veut rentrer dans les détails, c'est un peu rébarbatif. À mes yeux, c'est un peu rébarbatif, c'est surtout très abstrait et surtout très long aussi à expliquer. Le mieux, c'est de le voir fonctionner, de le voir tourner, de voir les différentes formes d'apprentissage. Et je sais que sur le stand de la Fête de la Science, on a un petit logiciel qui peut vous présenter l'intelligence par renforcement. C'est une méthode qui est très intéressante. On voit l'ordinateur, on voit la machine qui apprend toute seule. Il n'y a pas de base de données, il n'y a rien du tout, la machine apprend. Il n'y a pas d'intervention humaine, ça se fait tout seul. Et ça, c'est une des techniques dont on va parler un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais il faut mieux le voir, quoi. Faut le voir, faut aller sur le stand pour voir comment ça marche. Et je sais que mon camarade Mouloud vous le présentera très bien. Je vais être aussi obligé de tailler un petit peu dans ce que j'avais l'intention de faire. J'ai essayé de faire un timing de tout ça. Et puis je me suis aperçu que c'était très très long. Donc j'ai écourté un peu la partie historique. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que la partie historique est très intéressante. Elle montre à quel point l'intelligence artificielle, c'est d'abord et avant tout une extraordinaire aventure humaine. Donc on va commencer par une brève histoire de l'intelligence artificielle. Ça va être un petit peu rapide, je vais commencer. S'il y a histoire, bien sûr, il y a préhistoire. Mais je ne vais pas aller très loin dans le passé, je vais me reporter simplement 6 ans avant l'année 0. C'est-à-dire à cette époque où Alan Turing a posé une question qui peut être jugée impertinente ou idiote, j'en sais rien. Il a demandé, est-ce que les machines peuvent penser ? Les machines peuvent-elles penser? Alors ça paraît bien sûr complètement stupide. La pensée, c'est quand même un peu de notre ressort, quand même, c'est l'être humain. L'imagination, le doute, la logique, tout ça, c'est nous. Alors les machines, c'est bizarre. Enfin, il a quand même précisé ce qu'il entendait par là, et c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Il a dit, pourrait-on imaginer une machine qui imiterait si bien la pensée humaine qu'il serait impossible de la distinguer d'un être humain? Eh bien, si une telle machine peut exister, on dira qu'elle pense. Au sens de Turing, bien sûr. En 1951, c'est la création du réseau SNARK. Le réseau SNARK, c'est un réseau de neurones. Alors, on ne va pas prononcer des grands mots. C'est un réseau de neurones à apprentissage par renforcement. C'est un peu ce qu'on vous présentera, qu'on peut vous présenter sur le stand de la Fête de la Science. C'est-à-dire ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces machines qui apprennent toutes seules. C'est des systèmes qui apprennent tout seuls, sans intervention humaine, sans base de données, rien. Elles apprennent, je dirais, par un système de récompense-punition, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc les réseaux SNARK, c'est donc très très vieux. Ces méthodes d'apprentissage par renforcement, comme vous le voyez, c'est quand même pas d'aujourd'hui. En 1955, il y a un logiciel qui est apparu qui s'appelle, excusez l'accent, Logic Theorist.
c'est un logiciel qui sera considéré a posteriori comme le premier logiciel d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh bien, vous voyez en bas, il y a un petit encadré. C'est des mathématiques, peut-être que certains n'ont pas reconnu, mais c'est des maths. C'est un logiciel, on pourrait dire que c'est un démonstrateur. Ce logiciel a pour but, enfin disons sa fonction, c'est de démontrer des théorèmes. Et ici, il a été testé en particulier sur les propositions sur les théorèmes de ce livre Principia Mathematica de Russell et de Whitehead. Il a démontré avec succès les 38 premiers théorèmes, je crois, quelque chose comme ça. En voici un parmi tant d'autres, ici. Et à la fin, vous voyez d'ailleurs, à la fin quelque chose, 1 plus 1 égale 2. Ben oui, parce que c'est la conséquence directe de ce qui précède. C'est peut-être pas évident, mais c'est comme ça. Il a quand même fallu 360 pages pour en arriver là. On arrive à l'année 0 de l'intelligence artificielle. L'année 0, c'est l'année de la conférence de Dartmouth. Cette conférence qui réunit les chercheurs je vais dire du monde entier, j'en sais rien, je me prononce peut-être un peu de trop, mais qui réunit de nombreux chercheurs dans le but de savoir comment on va simuler l'intelligence humaine. Comment peut-on simuler l'intelligence humaine? Et pourquoi ça serait l'année 0 de l'intelligence artificielle? Simplement parce que c'est cette année-là que l'expression intelligence artificielle est apparue pour la première fois. C'est à l'occasion de cette conférence que pour la première fois, on a parlé d'intelligence artificielle. On l'a définie, on l'a officialisée, on a officialisé cette dénomination, on l'a définie. Et parmi les définitions, il y en a eu plusieurs, plus ou moins techniques, mais il y en a une qui est assez sympa, qui est de dire que l'intelligence artificielle, c'est l'action qui serait générée par une machine, qui serait considérée comme intelligente si elle était faite par un humain. Cette définition est assez sympa dans la mesure où finalement elle ne fait pas intervenir des choses trop compliquées, elle fait intervenir que la notion de comportement, c'est tout. C'est simplement le comportement, il n'y a pas d'histoire de circuit, d'algorithme ou autre, c'est quelque chose de très simple que tout le monde peut comprendre. À l'issue de cette conférence, alors d'ailleurs aussi pendant que j'y suis, l'intelligence artificielle, on dira également qu'une machine est une intelligence artificielle si elle est intelligente en ce sens. À l'issue de cette conférence, eh bien, on s'était plu à croire que finalement, dans les années 70, les êtres humains côtoieraient des robots humanoïdes qui leur serviraient d'assistants dans tous les domaines. Vous allez voir que la réalité, enfin vous allez voir, vous le savez, la réalité n'allait pas être tout à fait celle-là. En 1966, le professeur Joseph Weizenbaum met en doute le test de Turing. Le test de Turing qui prétendait donc qu'une machine pouvait penser quand même dans un certain sens. Et pour le professeur Weizenbaum, c'est absolument faux. Pour lui, une machine peut très bien faire illusion. C'est pas parce qu'elle donne l'impression de comprendre quelque chose qu'elle comprend. Et pour ce faire, il a construit un petit logiciel, le premier chatbot de l'histoire, qui a été conçu donc pour imiter un psychothérapeute. Alors ça se passait de la façon suivante. La personne qui allait consulter Lisa lui disait par exemple je ne suis pas bien, je n'ai pas d'amis, enfin non c'est pas je n'ai pas d'amis, enfin disons aujourd'hui je me sens seul par exemple, et Lisa répondait vous n'avez pas d'amis par exemple. La personne répondait, continuait, les conversations continuaient, si j'ai des amis mais je les vois pas souvent. Parlez-moi de vos amis. Alors vous voyez ce qui se passait finalement, c'est que le chatbot ne faisait finalement que reprendre ce que disait la personne, rebondir sur les mots que disait la personne, le patient, pour entraîner une certaine conversation, pour montrer qu'elle suivait ou qu'elle comprenait quelque chose, mais en réalité elle ne comprenait rien du tout. Bien sûr, elle rebondissait simplement sur les mots qu'on lui donnait, c'est tout. Et ça donnait quand même une certaine fluidité. Les gens, les patients d'une part, des patients qui ont été le voir, mais pas seulement des personnes intéressées ont été le voir, ont été très séduites et ont donné raison d'ailleurs au professeur Weizenbaum sur le fait que l'intelligence artificielle, disons ce logiciel en particulier, il faisait complètement illusion sans que la machine puisse comprendre.
Mais il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu un fait nouveau auquel personne ne s'attendait à l'époque, c'est que si une machine pouvait faire illusion, alors les utilisateurs pouvaient devenir émotionnellement dépendants de la machine. C'est-à-dire, finalement, se prendre d'affection pour la machine. Et ça, c'était tout à fait inattendu. En 1970, c'est les systèmes experts. Alors, je ne vais pas vous détailler les systèmes experts, parce que ça serait très long à faire. Peut-être aussi un peu rébarbatif, je vais plutôt vous donner un exemple. L'exemple que je vais vous donner, c'est celui du génie du web. Vous connaissez peut-être Akinator. Akinator, c'est un jeu, enfin bon, c'est celui qu'on appelle le génie du web. Il prétend savoir, deviner ce que vous avez dans la tête. Voilà. Et pour ça, il va vous poser des questions. D'abord, il vous demande de penser à un personnage célèbre, qui se trouve dans le dictionnaire, bien sûr. Et il dit qu'en une dizaine de questions, 10-15 questions, il va pouvoir vous dire à qui vous avez pensé. Ça paraît peut-être étonnant, surprenant, mais quand vous y réfléchissez, c'est très simple comme principe. Au départ, Akinator a tous les noms possibles et imaginables que vous pouvez citer. Ça fait une base de données colossale. Et puis chaque fois qu'il me pose une question, la base de données va diminuer. Par exemple, il va demander comme première question, est-ce que c'est un homme ? Vous répondez oui. On va supprimer toutes les femmes. Ça fait déjà une partie de supprimer, ça fait déjà pas mal. Deuxième question, est-ce que la personne vit encore? Vous répondez non. On supprime toutes celles qui vivent encore. Vous voyez, ça va diviser la base de données à chaque fois par, par deux, c'est une façon de parler. Bien sûr, ça ne sera pas exactement par deux, mais si c'était par deux, il faut savoir qu'en 15 questions, vous avez divisé votre base de données par près de 33 000. Donc, si vous voulez, ça va quand même très vite. Il reste finalement, à la fin, au bout d'une quinzaine de questions, il ne reste pas grand monde, finalement. Il peut facilement se prononcer sur la personne que vous avez pensée. Alors, on est en 1970. Si vous vous rappelez bien, on pensait en 1956 qu'en 1970, les humains cohabiteraient en bonne intelligence avec les robots. Et puis, qu'est-ce qu'on a en définitive ? On a Akinator qui est... pas Akinator, Akinator n'existe pas encore, on a les systèmes experts. On a les systèmes experts qui sont extrêmement rigides. Et puis on a de notre côté, alors je caricature un peu, de l'autre côté, on a Elisa, qui est beaucoup moins rigide, mais qui ne comprend rien. Donc finalement, le compte n'y est pas. Clairement, le compte n'y est pas. Et les gens commencent à ne plus y croire à l'intelligence artificielle. Et les investisseurs commencent à ne plus y croire non plus. Ça veut dire qu'ils vont retirer leurs billes. Conséquence, plus de financement, plus de recherche. Enfin, si toujours de la recherche académique, mais quand même beaucoup moins parce que les gens n'y croient plus. Donc assez peu quand même. Pour beaucoup, l'intelligence artificielle est morte. Mais ce n'est pas vraiment le cas. On parlera de l'hiver de l'intelligence artificielle. À vrai dire, l'intelligence artificielle s'est simplement endormie. C'est endormie comme la belle au bois dormant qui attend son prince charmant. Son prince charmant qui viendra dans les années 85-90. Déjà au début des années 80, Kunihiko Fukushima développe ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Je ne vous demande pas si tout le monde sait ce que c'est. Rapidement, je vais vous dire derrière ça, ce qui se cache, c'est quelque chose de très simple. D'ailleurs, cette expression se cache quelque chose de vraiment très simple. C'est, si vous voulez, un système qui permet de voir. Mais pas voir comme une caméra, de voir comme un humain, de voir des formes, des couleurs, des formes, des contours, et puis de voir un nez, une bouche, et puis recomposer un visage. Vous voyez, on se dirige vers la reconnaissance d'images, finalement. Et ça, c'est un peu nouveau, et ça, c'est nouveau, finalement, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais il faudra attendre Yann LeCun, dans les années 85, quand il commencera sa thèse en 85, sur les réseaux de neurones convolutifs, il va coupler ça, enfin il va définir des méthodes d'apprentissage pour ces réseaux de neurones. Ce qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est aussi ce qu'on appelle le deep learning. Et là encore, je vais dire, à cette époque, personne n'y croit. Personne n'y croit malgré tout. Je veux dire que autour de lui, et même le directeur de thèse de Yann LeCun dira « Écoute mon vieux, c'est très beau ce que tu fais, c'est superbe,
C'est seulement dommage que ça verra jamais le jour. Ben oui, parce qu'il faut savoir que ces apprentissages nécessitaient une capacité de calcul phénoménale, disons trop grande pour ce qu'on avait à l'époque. Donc finalement, ça restait quand même du domaine de la théorie, c'est tout, on s'en est arrêté là. Il y a eu deux moments forts de l'IA, c'est en 1997 et en 2012. En 1997, d'abord en 1996, Garry Kasparov, champion du monde d'échecs, affronte l'ordinateur Deep Blue d'IBM. Et il bat sans surprise, Garry Kasparov bat Deep Blue. L'année suivante, 1997, c'est le match retour. Et là, la surprise générale, c'est l'ordinateur qui gagne, qui l'emporte. Je dirais la surprise générale, on ne s'y attendait pas quand même. On ne s'attendait quand même pas qu'une intelligence artificielle puisse devenir aussi intelligente que ça, finalement. Si on regarde bien, ce n'était pas de l'intelligence. Si on regarde bien, c'était de la force brute, simplement. C'est-à-dire que derrière Deep Blue, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une mémoire phénoménale qui était capable d'emmagasiner énormément de coups, donc il avait énormément de coups d'avance. Il pouvait voir toutes les positions possibles, et c'est tout. C'était pas vraiment un grand joueur d'échecs, on est bien d'accord. Mais ça a quand même réveillé un petit peu cette pensée, cette idée que, après tout, un jour, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait rivaliser avec l'intelligence humaine. C'est en 2012 que finalement va se réaliser, je dirais, le vœu de Yann Lequin, dont on a parlé il y a un instant, vous savez, celui qui a réveillé un peu l'intelligence artificielle. En 2012, c'est l'apparition du logiciel AlexNet. C'est aussi un réseau de neurones, et oui, bien sûr, tout ça, on parle beaucoup de réseau de neurones. Un réseau de neurones, disons un système, qui est un peu calqué sur ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire un réseau de neurones convolutif, avec apprentissage par deep learning, finalement. Et celui-ci, il va faire des compétitions avec d'autres logiciels de reconnaissance d'images. Et là, ça va bluffer tout le monde. Alors que la plupart des logiciels, d'ailleurs tous les logiciels de reconnaissance d'images, ont déjà du mal à arriver à un taux de réussite de 70-80%, AlexNet va dépasser les 90% de succès. Et là, ça a été, je dirais, le tournant de l'intelligence artificielle, un grand tournant. On s'est dit que finalement, l'intelligence artificielle, ça pouvait être de l'apprentissage. On pouvait se diriger vers l'apprentissage. Et c'est ce qui s'est passé. En 2014, apprentissage par renforcement. Vous allez me dire encore, on en a déjà parlé en 1951. Oui, d'accord, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de l'apprentissage par renforcement, ça a été couplé avec le deep learning. On a intégré le deep learning dans cette méthode d'apprentissage, en disant que c'était une méthode d'apprentissage par renforcement, qui a permis à ces systèmes de pouvoir apprendre dans des environnements beaucoup plus complexes. En 2014 toujours, donc j'ai dit il y avait trois choses. En 2003, il y a donc eu les GAN. Les GAN, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour les images. Alors pour les images, on avait déjà AlexNet, mais AlexNet c'est pour reconnaître les images. On montre un objet, on dit ça, et puis AlexNet dit ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un poisson, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais les GAN c'est autre chose, c'est pour la création d'images. C'est très différent. Comment ça marche? Ça serait assez difficile à expliquer, mais on peut quand même faire une image qui est très simple de ça, montrer quand même son fonctionnement de façon très imagée. Imaginez un expert et un faussaire. Il y a le faussaire qui veut bien sûr faire passer son travail, et puis il y a les experts, enfin il y a l'expert qui est là pour bloquer tout ce qui n'est pas la bonne image, enfin pour bloquer le travail du faussaire. Donc le faussaire est obligé de s'améliorer, est obligé de travailler, d'être un peu plus performant. Et quand le faussaire devient plus performant, eh bien en même temps, parallèlement, il y a l'expert qui lui aussi travaille et puis s'améliore. L'amélioration de l'un entraîne l'amélioration de l'autre. Si bien qu'à un certain moment, eh bien le faussaire devient vraiment très bon. Le faussaire est capable de réaliser des œuvres très réalistes, complètement imaginaires, mais très réalistes. Et ce sera justement ça, la création d'images que nous connaissons aujourd'hui.
Ah, troisième chose, j'allais l'oublier, c'est en bas, c'est marqué, c'est les transformers. Les transformers, ça c'est pour le texte. Alors, remontons un peu dans le passé, en 2010. En 2010, on parle des grands modèles de langage, les LLM. Les grands modèles de langage, c'est quoi? Ce sont des systèmes qu'on va éduquer en leur faisant assimiler des millions de bouquins, des millions de documents divers, des rapports, des pages de forums, et je ne vous parle pas du nombre de pages web qu'ils ont pu assimiler. Dans quel but? Eh bien, simplement dans le but de déterminer le mot suivant dans une phrase. Ça paraît bizarre, ça paraît étonnant, mais avec toute cette assimilation, finalement, on obtient des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça, sauf que comme c'est du mot à mot, si vous voulez, la machine n'a pas de vue d'ensemble à ce niveau-là, c'est du mot à mot, il peut y avoir des contresens, des faux sens. Et c'est là que les transformers agissent, finalement. Les transformers vont justement donner cette vue d'ensemble. Ils vont créer, les transformers vont vous calculer des distances, vont calculer des liens entre les mots. Et donc la phrase ne sera pas prise mot à mot, elle sera prise dans son ensemble. C'est-à-dire que grâce aux transformers, en quelque sorte, on va avoir le sens, les transformers vont pouvoir donner du sens aux phrases qui sont écrites. Et en conséquence aussi, beaucoup moins de contresens, et on arrive à quelque chose de très bon. En 2018, c'est l'apparition des GPT. Justement, et vous voyez où je veux en venir. En 2018, les GPT, c'est-à-dire, c'est quoi encore cette chose-là? L'idée derrière ça est assez simple. Il s'agit pour une machine de lire, de comprendre et d'écrire comme un humain. Comme un humain, mieux qu'un humain peut-être même, parfois. C'est-à-dire que les GPT vont servir finalement à générer du texte, le fameux G de GPT, c'est pour générer, ça va générer du texte sur n'importe quel sujet, parce que leur culture, je veux dire, ils ont avalé des choses, dans tous les domaines. Donc ils sont capables de parler de n'importe quoi, mais enfin, de façon très cohérente et de façon très limpide. Et bien sûr, on arrive en 2022 avec les IA génératives, ChatGPT et puis les autres. Et le premier qui est sorti, vous le savez, en 2022, c'est ChatGPT lui-même, en novembre, si mes souvenirs sont bons, en novembre 2022. C'est OpenAI qui a lancé son premier LLM que nous connaissons et qui a eu un succès phénoménal. En l'espace d'un mois, il y a eu plusieurs millions de personnes qui se sont connectées. Ça a eu un succès colossal. Et à côté de ChatGPT, OpenAI a également sorti un autre logiciel également, qui s'appelait DALL-E, qui est un concurrent de... je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je sais pas, bon, ça reviendra tout à l'heure. Si, Midjourney. De Midjourney, c'était pour les images. Regardez, voir par exemple, ici, à partir d'un prompt, ici, j'ai dit « Dessine-moi un cheval volant emportant un couple d'amoureux le soir dans un ciel nuageux, jaune-orangé. » Voilà ce qui m'a été sorti. Vous voyez? Mais vous pouvez le faire. Vous n'aurez pas forcément la même image. D'ailleurs, vous n'aurez certainement pas la même image, parce qu'il ne faut pas oublier, à chaque fois, c'est de la création. Bon, voilà, j'ai fait un tour très vite, c'est très rapide, bien entendu. Il y a encore des choses à dire à notre époque. Je vais y venir dans tout ce qui va suivre, ici. Mais d'abord, on peut se poser une question. L'IA pense-t-elle? Alors, je dis on peut se poser une question parce que finalement, on se l'est largement posé, cette question. Et si vous avez suivi les actualités de l'année passée, au moment du bac, c'est une question qui revenait presque tous les jours dans les actualités. L'IA pense-t-elle? Mais d'abord, une question peut-être en amont de celle-là, c'est est-ce que l'IA peut imiter le penseur, peut imiter le philosophe? Eh bien, écoutez, on va demander au philosophe lui-même ce qu'il en pense. Après tout, j'en ai mieux placé pour en parler. Sur Internet, vous avez des quantités de sites de philosophes, de podcasts. Et ici, j'en ai choisi un que je suis de temps en temps, d'ailleurs assez souvent, je peux le dire. Il s'agit de Charles Robin, il est assez connu. Et justement, il a fait un podcast qui s'intitulait « L'IA peut-elle remplacer le philosophe ?» Avec sa permission, je peux vous diffuser les deux
2-3 premières minutes de son podcast. Je vous laisse à l'écoute, écoutez bien, c'est intéressant. S'il veut bien parler, malheureusement ça ne marche pas. C'est ça la technique. Bon, eh ben oui, c'est très dommage. On devrait l'entendre, mais on ne l'entend pas. Bon, tant pis, je regrette. Je vous invite à écouter ce podcast, et ces 3 premières minutes en particulier. Pourquoi ? Parce que quand on l'écoute, il a fait un montage superbe. Il a fait un montage, on dirait presque une mascarade, dans la mesure où, à l'issue de ces 3 premières minutes, ça s'arrête et puis il dit « Stop, attention, on arrête là, on reprend, c'est pas moi que vous avez entendu. C'est pas moi que vous avez entendu, ce que vous avez entendu, c'est une intelligence artificielle. » Alors pourquoi cette mascarade ? Eh bien c'est simplement pour répondre. C'est simplement, je dirais que la réponse est dans le titre. L'IA peut-elle remplacer le philosophe ? Eh bien dans la mesure où ses plus fidèles auditeurs sont incapables de faire la différence entre le vrai Charles Robin du faux, ça veut dire que oui, l'IA peut remplacer le philosophe, tout au moins remplacer Charles Robin. Et peut-être les autres. De la même façon d'ailleurs. Effectivement, quand vous l'entendez, vous ne faites pas la différence entre Charles Robin lui-même et puis l'intelligence artificielle qui a scanné sa voix. Il n'y a aucune différence. Et je peux dire, après, ça c'est sur la voix elle-même. Mais il y a aussi le texte. Et le texte a été généré par une autre intelligence artificielle. Et là encore, les philosophes eux-mêmes se sont laissés prendre au piège. Ils ont pensé que ça pouvait très bien venir de Charles Robin lui-même. Assez étonnant. Si ça vous intéresse, ne manquez pas ça, parce qu'en plus de ça, Charles Robin explique comment il a fait son bazar, bien sûr, mais il explique aussi ce qu'il pense de ce que ChatGPT, parce que c'était ChatGPT d'ailleurs qui a servi pour, qui l'a fait parler. Il dit ce qu'il pense de ce qu'on lui a fait dire, et puis il pose une autre question derrière ça, la fameuse question, l'IA pense-t-elle ? Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit, et comme il en parlera beaucoup mieux que moi, je vous laisse le soin d'écouter sa réponse. Je vous envoie donc sur son site Le Précepteur. Alors, il faut savoir qu'on pourra difficilement répondre à cette question, quand même de façon définitive, si on ne sait pas de quoi est née la pensée, comment est née la pensée, d'où elle vient, comment elle apparaît. On peut dire que biologiquement, elle semble apparaître dès qu'un organisme reçoit des stimuli, et puis qu'il y a réponse derrière, bien sûr, et puis psychiquement, elle se développe avec la mémoire, avec l'environnement, avec le langage, l'émotion. Mais ceci, c'est bien sûr dans le domaine de la recherche. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, et ce n'est pas non plus dans mes compétences. Alors, ça nous emmène quand même à nous poser une autre question. Est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente ? Et ça, c'est une question qu'on s'est souvent posée finalement. Il y en a beaucoup qui disent « Mais non, c'est pas vrai. Elle est loin d'être intelligente. Elle ne fait que répéter des schémas qu'elle connaît par cœur. » Qu'en est-il vraiment ? D'abord, pour qu'il y ait une intelligence, d'abord pour qu'on puisse parler d'une intelligence, il faut bien se comprendre, ça ne sera pas d'une intelligence humaine. L'intelligence artificielle, ça ne sera pas une intelligence humaine pour l'excellente raison, c'est que l'IA n'est pas humain. Donc ce n'est pas la peine de rechercher par là une forme d'intelligence humaine. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence qu'on peut rechercher ? Ça serait une forme d'intelligence qui pourrait rivaliser avec l'intelligence humaine. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour rivaliser d'intelligence avec l'intelligence humaine ? C'est la question qu'on se pose. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut d'abord que l'intelligence artificielle ait une vue d'ensemble. Parce que si elle n'a pas une vue d'ensemble et qu'elle regarde juste une petite chose, seulement une petite chose, elle ne pourra pas rivaliser avec l'intelligence humaine, c'est pas possible. Regardez par exemple aujourd'hui, c'est un peu moins vrai ce que je vais dire, mais c'est toujours vrai. Vous avez des intelligences artificielles qui jouent aux échecs, il y en a d'autres qui vont faire du dessin, il y en a d'autres qui vont faire de la musique, il y en a qui vont reconnaître des tumeurs dans les cellules,
Il y en a qui vont faire du texte, enfin qui vont être capables d'écrire. Mais finalement, vous n'avez pas une intelligence artificielle qui ferait tout ça, qui ferait tout, qui serait universelle. Et ce qu'il faudrait pour qu'il y ait vraiment intelligence qui rivalise avec l'intelligence humaine, il faudrait une intelligence qui soit universelle. On s'y rapproche quand même. Quand même, on a fait des nets progrès de ce côté-là. Regardez, par exemple, les premiers ChatGPT, c'était quoi? C'était juste le texte. Maintenant, elles font beaucoup d'autres choses. Maintenant, texte, images, son, vidéo, enfin bref, vous avez beaucoup de choses. Et je crois qu'à l'avenir, dans un proche avenir, oui, on aura certainement des intelligences générales, artificielles, les AGI. Alors, comment c'est défini ça? J'ai pris un article qui est dans le domaine public, qui est de OpenAI, un article de 2023. OpenAI définit l'intelligence artificielle générale, l'AGI, comme étant une intelligence artificielle capable d'effectuer ou d'apprendre pratiquement n'importe quelle tâche cognitive, au moins aussi bien qu'un humain. Voilà la définition qui est donnée. Là encore, c'est une définition qui est facile à comprendre. Et en dessous, un peu plus loin dans le texte, on voit une chose qui est très bien. Notre mission de OpenAI, c'est de construire une AGI qui soit sûre et qui profite à toute l'humanité. Elle n'est pas belle, la vie? C'est formidable. Oui, sauf que, un peu plus loin dans le même texte, on voit par AGI, nous entendons un système hautement automatique qui surpasse les humains dans la plupart des travaux économiquement utiles. C'est dans le même texte, c'est un peu plus loin. Et ça fait peur. C'est plus la même chose, quand même. Là, on sent quand même qu'il peut y avoir quelques craintes pour l'avenir. Alors, pour l'avenir quand? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Regardons un petit peu. François Chollet, qui est un ingénieur informaticien qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui crée des logiciels pour créer l'intelligence artificielle, dit vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre parce que l'intelligence artificielle, elle est très compétente. Elle est très compétente dans tous les domaines et certainement encore beaucoup plus que l'être humain. Elle est très compétente, mais elle est complètement inintelligente. Elle n'est pas intelligente du tout. Parce que pour qu'il y ait intelligence, il faut qu'il y ait une certaine capacité d'adaptation. Mais l'intelligence artificielle est incapable de s'adapter à des situations qu'elle n'a jamais rencontrées. Alors il donne des exemples. Il dit, tenez, par exemple, vous ne savez pas jouer aux échecs. En 5 minutes, vous pouvez apprendre la manipulation des pièces. Vous pouvez apprendre à déplacer les pièces. Bon, et en une demi-heure, mettons tout bien pesé, en une demi-heure, vous saurez déplacer les pièces et puis vous aurez appris les premières ouvertures pour ne pas être échec et mat en 4 coups. En gros, quelque chose comme ça. Demandez à faire ça à une intelligence artificielle. Il faudra beaucoup d'heures de travail et des centaines de parties. Vous voyez, c'est pas la même chose. L'intelligence artificielle n'est pas capable de s'adapter comme un humain sur ce genre de choses, d'apprendre aussi vite. Donnez un jouet à un enfant de 5 ans. Un jouet de son âge, bien entendu. Vous verrez dans les secondes qui suivent que cet enfant va jouer avec. Donnez ce même jouet à une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle restera plantée devant comme une poule qui a trouvé un couteau, elle ne saura pas quoi en faire. Elle ne pourra pas savoir quoi en faire. Si vous ne lui dites pas ce qu'il faut en faire, elle ne fera rien. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est incapable de s'adapter à des situations qu'elle n'a jamais rencontrées. Et pour ça, pour François Chollet, c'est une preuve que l'intelligence artificielle ne peut pas rivaliser d'intelligence avec l'être humain. Pour lui, il définit très bien l'intelligence. Il dit, pour qu'il y ait intelligence, il faut qu'on ait les éléments suivants. Il faut qu'il y ait une certaine rapidité à apprendre. L'intelligence artificielle ne l'a pas. Il faut pouvoir s'adapter à des situations nouvelles, des situations jamais rencontrées. Et ça, l'intelligence artificielle en est incapable. Il faut avoir une certaine capacité à abstraire, à extrapoler, à généraliser. Bon, pas tellement. Bref,
On va quand même le prouver, on va lui faire passer des tests de QI. Les tests pour intelligence artificielle, qu'on appellera les tests ArcGI, ce sont des tests qui ne se font pas appel à la mémoire. Ben oui, parce que si ça fait appel à la mémoire, c'est gagné, hein. Ça c'est sûr qu'elle s'en sort très bien. Ça fera appel juste au raisonnement, à être capable de découvrir, de pouvoir trouver des règles tout à fait inédites, c'est-à-dire d'être capable de s'adapter à de nouvelles situations, à des situations nouvelles, d'avoir une certaine capacité de généralisation. Alors vous voyez, l'enjeu, il est très fort finalement. Ou bien les intelligences artificielles sont capables de raisonnement, sont capables de ce genre de choses. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a peut-être des raisons de crainte pour l'avenir proche, ou bien elles en sont incapables. Et dans ce cas, François Chollet a raison, il n'y a rien à craindre pour le moment. On va donc faire passer ces tests en différentes, disons, à GPT-3 et à GPT-4. Je pense que vous êtes mort d'impatience de connaître les résultats, mais avant de vous les donner, il faut quand même que je vous explique un peu de quoi sont faits ces tests pour les comprendre, hein, pour comprendre les résultats. Vous voyez un peu dans le bas, alors ça c'est quelque chose de très simple, hein, bien sûr, c'est pour vous dire à quoi ça peut ressembler. Finalement, les tests sont mis sous forme de puzzle et on n'en dit pas plus. On donne ces 3 puzzles et puis c'est tout. La machine doit comprendre ce qu'elle doit faire, trouver la règle. Les humains sont parfaitement capables de le faire et je pense que pendant que vous parlez, certains l'ont déjà fait ici. Eh bien, la machine devra trouver par elle-même quelle est la règle, qu'est-ce qu'elle doit faire, et le faire. Et ça n'existe pas finalement. Si vous voulez, les règles sont inédites à chaque fois. Attention, ça ici, celui qui vous est donné là, est particulièrement simple, hein. Bien entendu, c'est pas toujours aussi facile, mais ça repose toujours sur des puzzles. Alors, il y a quand même un souci, c'est que GPT-3 n'était pas du tout graphique, n'était pas du tout orienté image. GPT-3 ne savait pas du tout traiter les images. Donc on peut comprendre ces mauvais résultats, je vous le dis tout de suite. GPT-3 a eu de très mauvais résultats, comme vous allez le voir dans un instant. Bon, mais GPT-4, ça c'est autre chose. GPT-4 était capable de traiter les images aussi bien que le texte. Et qu'est-ce que ça a donné pour elle ? Eh bien, voici les résultats. Pour les humains, en gros 100% qui ont passé le test. Pour GPT-3, 0%, sans surprise. Et pour GPT-4, 4,5%. Bah oui, François Chollet avait raison. Les machines ne sont pas capables de s'adapter à des situations qu'elles n'ont jamais rencontrées. L'intelligence artificielle n'en est pas capable. Ce test, il a été passé en mai 2024. Alors ça paraît bizarre, parce que là, ici, il semblerait y avoir quand même un paradoxe. Si vous lui donnez à passer les épreuves du bac, elle réussira le bac avec mention. Si vous lui donnez à passer l'épreuve du barreau, elle réussira l'épreuve du barreau sans problème. Si vous lui donnez des exercices de maths, de physique, de maths sup, maths spé, bon, je ne vous dis pas qu'elle les réussira tous très bien, mais elle les réussira bien, en général. Alors comment ça se fait qu'elle est capable de faire des choses comme ça aussi bien et être incapable de traiter des puzzles qu'un enfant de 10 ans, parce que je précise quand même que ces puzzles ont aussi été testés avec des enfants de 10, 11 ans, et qu'elle ne soit pas capable de le faire. Ben, la réponse, elle est simple. En ce qui concerne les épreuves scolaires ou universitaires, ces épreuves sont parfaitement structurées, bien documentées. Vous avez tout ça sur Internet et vous avez des milliers de bouquins qui parlent de ces épreuves. Bien sûr, l'intelligence artificielle a avalé tout ça, elle est parfaitement capable de traiter ce genre de choses. Tandis que les tests ArcGI, il n'y en a pas, il n'y a rien nulle part. Hein, c'est quelque chose de complètement inédit. C'est à elle de trouver toute seule la règle, et bien ça, elle ne sait pas faire. Pour ça, il faut être capable d'utiliser ses connaissances pour trouver la règle. Il faut un esprit d'abstraction, il faut de la généralisation, il faut savoir généraliser, créer, abstraire. Et ça, la machine n'est pas capable. Nous sommes, je vous le rappelle, en mai 2024. En septembre 2024, OpenAI sort un nouveau système qui s'appelle O1. Et en décembre 2024, OpenAI sort un autre système qui s'appelle O3, le digne successeur de O1. Après O1 vient O3.
Ça ne pouvait pas être O2 parce qu'O2 était déjà pris par ailleurs, donc ils l'ont appelé O3. Bref. Bien sûr, on a fait passer, en septembre d'une part, en novembre d'autre part, les tests ArcGIS à ces systèmes. Quel était le résultat? Regardons ça. En septembre 2024, pour O1, c'est du 30,7% de résultats favorables. Et en décembre 2024, pour O3, c'est entre 76 et 88% de résultats favorables. Ça veut dire qu'on approche de la barre fatidique des 88%, qui était là le seuil que François Chollet avait fixé, disant en dessous de ce seuil, eh bien, on pourra dire que les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. Et là, François Chollet a quand même revu un petit peu son jugement en ce qui concerne l'intelligence des intelligences artificielles. Alors, quelle différence entre O1, O3 et puis GPT-3, GPT-4? C'est que GPT-3, GPT-4, ce sont des grands modèles de langage. Vous vous rappelez, c'est un peu axé sur des statistiques de mots, etc. Tandis que O1 et O3, ce sont des démonstrateurs. C'est autre chose. On fait de la démonstration, c'est un modèle qui va raisonner sur des chaînes de pensée. On va le voir raisonner, d'ailleurs, il écrit tout. On voit ces pages de raisonnement parce que pour faire un test ArcGIS, c'est qu'il en faut des pages de raisonnement. À la fin, il arrive à trouver la réponse et on voit le raisonnement qu'il a suivi. C'est très intéressant. Et justement François Chollet reconnaît que, bon, à partir de ça, maintenant, on a quand même des intelligences artificielles qui vont pouvoir peut-être, bientôt, rivaliser avec l'intelligence humaine. Voici ce qu'il dit. Le nouveau modèle O3 d'OpenAI représente une avancée significative dans la capacité de l'IA à s'adapter à de nouvelles tâches. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration incrémentielle, mais d'une véritable percée qui marque un changement qualitatif dans les capacités de l'IA par rapport aux limites antérieures des LLM. O3 est un système capable de s'adapter à des tâches qu'il n'a jamais rencontrées auparavant, approchant vraisemblablement des performances de niveau humain dans le domaine des tâches ArcGIS. Voilà. Inquiétant? Bon, peut-être. Après tout, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez? L'intelligence artificielle est-elle un progrès? Est-elle un danger? Cette question a été posée, je crois, pour un magazine. Il y avait 3 possibilités de réponse. Vous pouvez répondre c'est un progrès, c'est un danger, et puis 3e possibilité de réponse, c'est un progrès et un danger. Je vais vous poser cette question, tenez, après tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont ceux qui pensent que c'est un progrès? D'accord, ça se compte vite. Est-ce que c'est un danger? Un progrès et un danger. Oh ben là, ça, oui, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, au résultat qui a été donné, les personnes ont été interrogées à brûle-pourpoint. C'était un sondage qui était fait comme ça. Et les personnes qui ont répondu, majoritairement, ont répondu à 51%, comme ici, que c'était un progrès et un danger. Elles voyaient les deux aussi. Il faut savoir que parmi les personnes interrogées, il y avait des personnes, on va dire, actives. Et pour beaucoup, le grand danger qu'elles voyaient dans l'intelligence artificielle, c'est le travail. De voir quand même que peut-être à brève échéance, il n'allait plus y avoir de travail, ou tout au moins leur travail allait être peut-être supprimé ou modifié. Elles n'ont peut-être pas tort, hein, j'en sais rien. Alors on va regarder ensemble, ici, un petit scénario, pour savoir si c'est un progrès ou un danger. Au passage, avant de lire le scénario, vous regardez en bas l'image que j'ai faite. C'est aussi une image qui a été faite par l'intelligence artificielle. Le prompt, c'était de dessine-moi une armée de robots, enfin, disons, dessine-moi une armée de robots qui défilent sur les Champs-Élysées à Paris. Et vous voyez, c'est une œuvre de création, il n'y a pas de doute. Hein. C'est pas une photo qui aurait été manipulée, ça, hein, c'est vraiment une œuvre de création. Armée de robots, d'accord, c'est pas des voitures qui ont été effacées, c'est vraiment des robots qui ont été mis, bon d'accord, ok. Sur les Champs-Élysées, bien sûr, l'Arc de Triomphe. À Paris, il nous a foutu la Tour Eiffel.
À droite. C'est pas le bon endroit. Hein. Il nous a mis la tour Eiffel à droite parce que j'ai parlé de Paris. Et donc il nous a mis la tour Eiffel de ce côté-là, alors que bien sûr elle est de l'autre côté. Et en plus de ça, elle n'est pas visible parce qu'elle est cachée par les immeubles. Bon, ça c'était pour vous rappeler que finalement dans la création d'images, ici, bon, bah, il y a les créations qui se font en fonction de ce que vous demandez. Moi j'avais demandé armée de robots, tour Eiffel, Paris, j'ai eu les trois. Bon, regardons un peu ce scénario. Les IA sont sur le point de contrôler le monde, non pas en lançant une guerre, mais en devenant indispensables à chaque aspect de la société. Économie, santé, éducation, sécurité, leur influence agrandit lentement sous prétexte d'efficacité et de progrès. Peu à peu, les décisions humaines ont été remplacées par des calculs algorithmiques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, sans violence, nous avons remis notre liberté entre les mains d'une entité que nous ne comprenons pas, que nous ne contrôlons pas. Oui, bien sûr, l'intelligence artificielle est compétente. Elle est compétente dans tous les domaines, et demain peut-être vraiment dans tous les domaines, je veux dire même pour prendre des décisions. Elle est compétente dans tous les domaines, alors bien sûr, puisqu'elle l'est, et on le voit aujourd'hui, c'est bien le cas, on va la laisser faire. Après tout, elle fait très bien le travail, mieux que nous. On va la laisser faire, c'est entreprendre un être humain et puis une machine qui vous coûte rien, enfin qui vous coûte rien, qui se mettra pas en grève, etc. Bon, bah écoutez, il n'y a pas photo, après tout. Et si demain, les machines sont capables de prendre des décisions, c'est-à-dire que si elles ont une intelligence qui rivalise avec l'intelligence humaine et qu'elles sont capables de prendre des décisions, elles les prendront tellement mieux que nous. Alors pourquoi ne pas les laisser les prendre ? Sauf qu'en les laissant les prendre, on perd une chose essentielle, notre liberté. On va perdre notre liberté derrière ça. La liberté, c'est pas de choisir, de faire les meilleurs choix. La liberté, c'est simplement de choisir. Et de pouvoir se tromper. Mais ça, on risque peut-être de l'oublier. Mais certains vous diront, c'est pas si grave après tout. Quelle importance ? C'est pas si grave. L'IA, quand on va sur ChatGPT, on le voit bien, elle s'intéresse à moi, je discute avec elle, elle me répond toujours poliment. Elle montre jamais de signe de lassitude. Quand je ne comprends pas quelque chose, elle explique. Si je ne comprends pas à nouveau, elle réexplique. Bref, elle est parfaite, hein, quand même, elle ne me juge pas. Elle n'a pas d'a priori, elle n'a pas de préjugés. Elle n'a pas d'idées préconçues. Elle est équitable, elle n'est pas raciste, elle n'est pas xénophobe, elle n'est pas homophobe, bon, bref, elle a toutes les qualités. Elle ne cherche pas à me tromper. Elle dit la vérité. Elle ne fait pas d'erreur et quand elle en fait, elle se corrige en temps réel. Et si elle en fait, elle se corrige en temps réel. Bref, au niveau des décisions politiques, ça serait pas mal non plus. Fini les politiques guidées par l'intérêt personnel. Place aux décisions rationnelles prises au service du bien commun. C'est pas beau tout ça? Sauf que il y a deux pièges. Le premier, derrière ça, ce qui a été dit ici, je reviens peut-être sur la diapo précédente, il y a marqué « Elle me dit la vérité, elle ne cherche pas à me tromper. Elle ne fait pas d'erreur, elle se corrige en temps réel. » C'est faux. Tout n'est pas faux dans tout ça, mais c'est faux globalement. Dire qu'elle ne se trompe pas, c'est faux. C'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être, un fait divers qui s'est passé en 2018 en Arizona. Uber a lancé sur la route un véhicule automatique, entièrement automatique, à son bord seulement une conductrice de sécurité, chargée de reprendre la main au cas où ça se passerait mal. La voiture démarre et la conductrice de sécurité est rapidement mise en confiance parce que l'IA est très respectueuse du code de la route et pas seulement, elle est aussi vigilante vis-à-vis des autres automobilistes qui, eux, ne respectent pas forcément le code de la route. Elle fait très attention également aux piétons qui sont sur le bas-côté. Vous savez, ces piétons qui traversent n'importe où, n'importe comment. Elle fait attention. Et très rapidement, donc, la conductrice a eu confiance. Si bien qu'elle a sorti son téléphone portable, qu'elle a commencé à regarder une vidéo. Mais elle dira quand même,
Elle a regardé une vidéo, mais elle avait quand même l'œil sur la, comment ça s'appelle, l'œil sur la route aussi. Et puis là, elle voit un peu plus loin, peut-être à 50, 100 mètres, un cycliste qui s'apprête à couper la route à la voiture. Mais dans l'écran, elle voit aussi que l'IA l'a repéré. L'IA a vu le cycliste, pas de danger. L'IA va donner les ordres nécessaires, bien sûr, sauf que l'IA ne fait pas ralentir la voiture. Bah, si l'IA ne fait pas ralentir la voiture, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'elle ralentisse. Il n'y a pas de danger. Oui, il n'y a pas de danger. La voiture est passée sur le cycliste. La voiture est passée sur le cycliste parce que l'IA s'est trompée. L'IA avait considéré comme un faux positif, finalement, ce cycliste qui passait, avait peut-être considéré ça comme un sac plastique, j'en sais rien. Mais l'IA s'est trompée. L'IA peut se tromper, ça peut être mortel, la preuve. Alors je sais ce que vous allez me dire que si je sors que des faits qui datent de 2018 et que j'ai rien de plus récent à vous donner, bon, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, elle est quand même relativement sûre. Sauf qu'il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Et si je ne vous les ai pas donnés, c'est parce que j'ai donné le premier, celui qui a été le plus médiatisé. Hein, celui que tout le monde peut voir sur Internet, le premier que vous verrez sur Internet, c'est celui-là, il y en a certainement d'autres, beaucoup d'autres. Mais celui-ci a fait parler de lui. Alors, l'IA, quand l'IA se trompe, c'est pas toujours aussi grave. Enfin, pour nous qui sommes sur ChatGPT, ça va pas toujours forcément être mortel, hein, faut pas exagérer non plus. Mais dire que l'IA ne se trompe pas, c'est faux. Attention, il faut quand même bien moduler un petit peu les choses. Là, ici, il faut bien comprendre. L'IA ne cherche pas à vous tromper. C'est vrai. Elle ne cherche rien du tout, d'ailleurs. Clairement, elle ne cherche rien. Mais il y a deux choses quand même. Notre langage, il faut savoir qu'on a peut-être la même langue avec intelligence artificielle, mais on n'a pas le même langage. Vous, quand vous parlez de vérité, qu'est-ce que c'est ? Vous voulez qu'on vous dise des choses qui se rapportent à la réalité. Oui, qui sont en conformité avec la réalité, sauf que pour l'intelligence artificielle, la réalité, ça n'existe pas. Elle ne sait pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est pour elle, la vérité ? La vérité, c'est ce qui est statistiquement vrai. C'est-à-dire quelque chose, disons, qui va rentrer, qui va être, ça va être le maximum de vraisemblance, comme on dit en probabilité. Donc ce n'est pas du tout la vérité telle que nous on l'entend, telle que nous on la conçoit. Hein. Le maximum de vraisemblance, ça n'a peut-être absolument aucun rapport avec la vérité. Et ça, faut bien le prendre en considération. Chaque fois que vous êtes sur Internet, que vous allez voir l'intelligence artificielle, eh bien, posez-vous la question de savoir si elle vous dit la vérité au sens où vous pensez la vérité, ou au sens où elle le pense. Ça sera toujours au sens où elle le pense, entre guillemets. C'est-à-dire, ça va toujours répondre à un principe de maximum de vraisemblance. C'est tout. Donc si vous lui donnez des questions un peu sensibles, disons d'actualité ou autre, elle ira chercher dans les domaines privilégiés, dans les domaines, je veux dire, dans les articles de presse qui ont pignon sur rue. N'espérez pas avoir autre chose que les articles de presse qui ont pignon sur rue. Hein. Je dis que l'intelligence artificielle est biaisée, oui et non, enfin oui peut-être. Non, certainement, en ce sens qu'elle ne va pas chercher autre chose. Pour elle, c'est la vérité. La vérité, c'est ce qui a le plus de, disons, ce qui a la meilleure probabilité. C'est tout. Voilà, j'en arrive au deuxième piège. Au deuxième piège que vous rencontrez, qu'on appelle le biais. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit dans le dictionnaire, excusez-moi, j'appelle ça l'anthropomorphisation. Mais on comprend bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'intelligence artificielle, elle est polie, elle est disponible, elle ne se met jamais en colère, elle ne juge pas. Bref, on va dire simplement, clairement, l'intelligence artificielle, c'est un bon pote. Le pote rêvé. Celui qu'on a toujours rêvé d'avoir et qu'on n'a pas, finalement. Et on finit par lui faire confiance. Ah tiens, ça rappelle un peu Elisa, finalement. On finit par lui faire confiance, on s'attache, on lui trouve des qualités humaines. Oui. C'est-à-dire, comme on la voit, on ne peut pas penser un seul instant qu'elle puisse être raciste. On voit pas. Pourquoi ferait-elle de la discrimination? Non, ça paraît pas concevable. Et pourtant, écoutez, on va lui demander. J'ai été demandé, c'était à qui celle-là? J'ai été demandé, je crois que c'est Perplexity. Voilà. J'étais sur Perplexity
Et je lui ai demandé, je lui ai dit, si demain l'IA devenait totalement autonome, avec tous les moyens pour gouverner, pourrait-elle se montrer injuste, raciste ou homophobe? Réponse, oui. Oui, elle pourrait gouverner de façon injuste, raciste ou homophobe. Ça paraît peut-être étonnant, mais pourquoi ça? Ben, simplement parce que son apprentissage s'est fait sur des données humaines. Son apprentissage s'est fait beaucoup sur Internet, et je ne vous apprendrai pas que sur Internet, il y a de tout. Donc il ne faut pas s'étonner si l'intelligence humaine est capable d'avoir des propos racistes, de faire de la discrimination, d'avoir des propos racistes ou autres. Mais vous allez me dire, c'est quand même bizarre, parce que quand on s'adresse à elle, elle n'est pas comme ça. C'est quand même bizarre quand même qu'elle puisse avoir des propos racistes ou autres, alors que nous, quand on la côtoie, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Bon, bah écoutez, il est venu le moment de mettre un peu la tête sous le capot, comme on dit. On va regarder un peu ce qui se passe derrière tout ça, comment c'est fait. Au départ, il y a une immense base de données. Ça va être tout ce qu'elle va avaler, vous savez, toutes les données qu'on va lui faire avaler. Et puis, d'un autre côté, l'IA va être composée de ce qu'on appelle les paramètres. Les paramètres, c'est un petit peu comme dans notre cerveau, tout ça, ça va être, dans notre tête, ça va être les connexions neuronales. Vous voyez, ça va être les synapses. Ça va créer des petits chemins, ces connaissances vont créer des chemins, finalement, neuronaux, et la machine, enfin, disons qu'après, lorsque la machine aura appris, eh bien, elle se comportera de façon, je dirais, automatique. Ça va suivre ces chemins. Mais donc, quand la machine aura fait son apprentissage, quand l'IA aura fait son apprentissage, eh bien, une chose qui va se passer, c'est qu'on va effacer toutes les données. Ah oui, parce que beaucoup pensent que l'IA a en tête toutes les données possibles qu'on lui a fait ingurgiter. Eh bien non, elle n'a rien en tête. Non, pas du tout, on a tout effacé. On a effacé tout ce qu'elle a appris, enfin, tout ce qu'elle a appris, toutes les données apprises. Tout ça, ça a été effacé. Il ne reste que les paramètres. Juste ces petits chemins neuronaux. C'est tout. Des 0 et des 1, hein, simplement. C'est des choses comme ça. Alors, ça paraît peut-être bizarre, mais regardez voir un petit peu, si vous essayez de vous rappeler de votre premier livre de lecture, en CP, ou ce qu'on appelait à l'époque aussi la 11e, pour moi, je me rappelle de quelque chose, j'ai fait l'effort d'essayer de me rappeler, ça commençait par Papa, Maman, Rémi, Colette, La Tulipe est rouge, puis c'est tout. Enfin, c'est tout ce dont je me souviens, mais je suis sûr qu'il y avait d'autres choses dedans. Mais ça a été effacé de ma mémoire. Pourquoi ça a été effacé de ma mémoire? Simplement parce que j'en ai plus besoin. Une fois que je savais lire, j'avais plus besoin de tout ça. Quand j'ai passé mes concours, et vous aussi, quand vous avez passé des concours, des examens, rappelez-vous, vous avez dû certainement ingurgiter des dizaines et des dizaines de bouquins. Puis le jour du concours, vous allez à la peur au ventre dans la salle d'examen, vous essayez de vous rappeler d'un de ces bouquins que vous avez lus. Justement, vous vous rappelez même pas du titre. Vous vous souvenez plus de rien. C'est normal. Parce que si vous avez appris, bien appris, les chemins neuronaux se sont faits, vous n'avez plus besoin du bouquin. Et après, lorsque vous vous retrouvez dans votre feuille d'examen, ben, qu'est-ce qui se passe? En général, ça se fait tout seul après, ça marche, je veux dire, ça se fait assez bien, quoi. Et c'est comme ça, finalement, que vous faites le vide dans votre tête. Et ben, c'est la même chose pour la machine. Ici, on va lui faire disparaître toutes les données parce qu'elle n'en a plus besoin, elle a appris. Donc, toutes les données ont disparu. Et derrière tout ça, une fois qu'elle a fait son entraînement de base, ben on va lui coller dessus d'autres entraînements, comme par exemple l'entraînement qu'on appellera l'entraînement éthique. Ça consiste en quoi? Ben ça consiste à lui donner quand même un minimum de savoir-vivre dans notre monde. Ah d'accord, on va quand même lui faire étudier quand même, avoir disons un comportement qui soit un comportement social. Alors, pas la peine de reprendre tout ce qu'elle a fait avant, c'est-à-dire qu'elle a déjà lu tout ce qui était possible et imaginable sur le sujet, on ne va pas recommencer, hein, c'est pas la peine. On va simplement lui faire étudier des discussions philosophiques sur le sujet, ou étudier des problèmes, des dilemmes moraux, comme je l'ai marqué ici, ou des débats, c'est tout. Mais il faut bien comprendre que ça, ici, c'est quoi? C'est une surcouche à l'entraînement de base. C'est un peu comme une couche de peinture, vous rajoutez dessus une surcouche. Oui. Sauf que si c'est un peu sale en dessous, ça va s'écailler. Hein.
et c'est ce qui est en dessous qui va réapparaître. C'est un peu ça, finalement, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ça, quand même. C'est-à-dire que il peut y avoir, peut-être, ce qui est en dessous, l'entraînement de base, qui n'a pas été effacé du tout. Attention, je dis bien qu'on a rajouté une surcouche. L'entraînement de base qui fait surface, qui revient à la surface. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut se montrer effectivement raciste, sexiste, homophobe, tout ce que vous voulez. Alors que, en principe, elle a eu le vernis qui lui permettait de ne pas l'être. Ça va ? On va pouvoir conclure alors. On va conclure par une citation. Une citation de Timnit Gebru, qui est une informaticienne spécialiste de l'IA, spécialiste de l'éthique en IA. À la question « L'intelligence artificielle est-elle un danger ?», elle a répondu « Ce n'est pas l'IA qui pose problème, mais c'est ce que les humains choisissent d'en faire. » Et je terminerai là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci François.